De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans le Focus. Et j'étais déjà en train de beaucoup débattre pendant la coupure publicitaire parce que ce soir je reçois Isabelle Faye-Marajo qui a rédigé cet ouvrage, L'obligation vaccinale, la résistance en marche. Je pense qu'il est nécessaire de parler de cette loi qui a été votée. Bonsoir Madame Faye-Marajo. Bonsoir, monsieur Harold Luce. Alors déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour produire effectivement cet ouvrage. On sait que la période a été particulièrement mouvementée, qu'il y avait un son de cloche à suivre. Votre livre est plutôt dissident, très clairement. Oui. Pourquoi ce positionnement ? Écoutez, je suis arrivée à une période assez difficile quand j'ai commencé à faire mes recherches, c'est-à-dire qu'on était en pleine crise. Et la crise n'avait pas encore commencé, que j'avais déjà analysé cette loi. De par mon métier, parce que je suis juriste, quand j'ai pris le temps d'analyser la loi, je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait un certain nombre d'incohérences au niveau de l'application de la loi, mais surtout au niveau surtout lié à la durée de l'application de cette loi. Puisqu'on avait une durée, enfin, on avait une date d'entrée en vigueur. Mais pas de date de fin. Pas de date Ça a été de fin. soulevé d'ailleurs à l'Assemblée. Ça a été soulevé, je l'ai soulevé assez régulièrement dans des émissions où je suis revenue très souvent sur cette première incohérence que j'ai d'abord vue apparaître et puis bien d'autres que j'ai finalement, au fil de mes recherches, trouvé d'autres difficultés au niveau de l'application de cette loi. Donc oui, c'est un livre qui apporte une autre réponse, d'autres réponses. C'est un livre aussi où j'apporte des solutions envisageable dans le cadre de l'application de cette loi et surtout de cette résistance, parce que le titre du livre c'est Résistance en marche, parce qu'en Guadeloupe on résiste singulièrement et on n'est pas entendu, on n'est pas écouté et aucune construction n'est apportée face à la suspension de ces soignants. Et on sait aujourd'hui qu'il y a aujourd'hui même des personnes qui sont en grève de la faim. Oui, d'ailleurs, on salue Denis Delumeau. Je le salue chaleureusement, tout particulièrement, je le salue, parce qu'aujourd'hui, il en est arrivé à l'extrême, c'est-à-dire à se priver d'un élément essentiel et vital. Il se met en danger, il met carrément se met en danger de vie, parce qu'il n'a jamais été entendu, et que tous les autres soignants n'ont pas été entendus dans ces dossiers-là. Donc moi, ce livre-là, il est sorti parce que je veux apporter d'autres réponses. Je veux apporter un espoir à la population face à l'application de cette loi et leur dire, écoutez, oui, on a cette loi, mais on a des solutions pour essayer d'apporter d'autres types de réponses que celles qui sont toutes faites avec des cases dans lesquelles on veut nous mettre. D'ailleurs, vous dédicacez cet ouvrage, je vous cite, à tous les résistants, soignants, salariés, professionnels de santé, libéraux, qui sont suspendus maintenant depuis plus de 3 mois. Votre combat est légitime, tenez bon. Exact. Donc, un combat légitime selon vous ? Le combat, il est légitime parce que c'est un combat pour la liberté, c'est un combat pour les droits fondamentaux, des droits fondamentaux. Donc, oui, mais on nous a sorti quand même une soupe de liberté collective. En fait, j'ai pas encore bien assimilé le concept, mais effectivement, il parlait de liberté collective à ce moment-là. C'est-à-dire que de l'autre, à contrario, ce qu'il dit, c'est-à-dire que la loi est là, a été appliquée parce qu'on est dans un cadre d'urgence sanitaire, donc pratiquement de guerre, puisque le mot il était lancé par monsieur Emmanuel Macron, oui, qui dès le départ nous a dit qu'on est en guerre. Alors face à cette guerre, ils ont pris des mesures restrictives de liberté. Et là, ils ont donc justifié ces mesures restrictives de liberté parce qu'on est en guerre, parce qu'on est dans une situation particulière. À ce niveau-là, moi, j'ai aucun problème. La restriction de la liberté par des mesures qui sont prises par le gouvernement, certes. Là où je trouve qu'il y a un problème, c'est sur cette obligation vaccinale qui est appliquée à des soignants depuis maintenant plus de 3 mois, plus de 4 mois, parce que c'est depuis le 15 septembre 2021, sans qu'aucune solution ne soit proposée à ces soignants. Parce qu'ils restent sous contrat de travail. Ce contrat de travail, il n'est pas rompu. Oui, mais ils ont créé ce cadre justement assez caduc pour justement contraindre à la vaccination. Parce que quand on regarde, ils n'avaient que 2 possibilités, c'était subir ou bien démissionner.
concrètement. C'est ça. Et finalement, démissionner, c'est perdre tous ses acquis. Exact. Parce que quelqu'un qui démissionne aujourd'hui, il n'a pas la possibilité de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Et donc, on ne peut pas. Donc finalement, c'est encore là une injustice. On ne peut pas demander à des gens qui ont fait 15 ans de carrière de démissionner. Ça n'a aucun sens. Ce que j'avais proposé, et ce que je propose également dans cet ouvrage, qui est finalement un guide pratique, c'est aussi peut-être de proposer justement à ces personnes qui ne souhaitent plus maintenir ce lien contractuel des ruptures conventionnelles. Parce qu'on a le Code du travail, ça avait été évoqué, mais ça n'a jamais été proposé. Oui, puisque j'ai été voir les soignants et visiblement, Parce que la rupture conventionnelle se négocie. Aucune négociation n'a été proposée dans ce sens-là à des personnes aujourd'hui qui peut-être souhaitent démissionner, enfin en tout cas rompre le lien contractuel, mais de manière à pouvoir aussi préserver leurs droits, et notamment avoir des allocations chômage. Donc on nous a martelé le fait qu'il faut se vacciner. C'était ça, je pense que l'enjeu dans ces dossiers, c'était la vaccination de tous les soignants, sans aucune autre solution. Et là, on le sait. Parce que quand on regarde un peu la chronologie de ces événements, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas ces négociations, on n'a pas d'autres solutions envisageables que la suspension du contrat. Non. Et en plus de cela, cette suspension du contrat, finalement, elle-même, elle trouve à être discutée. Parce que, contrairement à ce que M. Cotellon a tendance à dire, la difficulté, parce qu'il dit, oui, la vérité n'est que du côté des syndicats. La vérité n'est pas que du côté des syndicats. Simplement, ils ont aussi, eux, des éléments qui font valoir, pour lesquels il faut aussi qu'on trouve à entendre aussi leurs arguments. On a dans ces dossiers, et ça c'est dans le livre, je le précise, des décisions qui ont été rendues par des tribunaux administratifs et dans lesquelles on a annulé ces suspensions. Donc finalement, en Guadeloupe, on n'a pas qu'une décision de cette nature. Finalement, en Guadeloupe, on nous applique une loi générale qui s'applique à tous les soignants sans regarder au cas par cas chaque dossier et savoir si réellement ces soignants, eux, sont la loi leur est opposable. Donc c'est là la difficulté. La difficulté n'est pas de se dire que moi je suis pas anti-vaccin, je pense que vous non plus. Finalement, c'est pas ça qu'on dit. Le discours n'est pas là. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Déjà. Je ne fais pas de propagande, et ça je le dis officiellement aujourd'hui, je ne fais aucune propagande pour ou contre le vaccin. Je suis une juriste, je reste dans le cadre... Donc d'un point de vue de la loi. De la loi, je reste dans le cadre juridique en analysant cette loi. Ça fait des mois déjà que j'ai d'analyse. J'avais d'ailleurs été publié sur une plateforme au niveau national, c'est pour vous dire, qui s'appelle Village de la Justice. J'ai été publié très rapidement, dès le mois d'août. France Entier a publié également un article dans ce sens, parce que et vous allez voir que dans cet ouvrage, et je le salue aujourd'hui, c'est maître Jean-Claude Beaujour. C'est un avocat, c'est un docteur en droit. Il est installé au barreau de Paris. Il est chroniqueur à la télévision CNews, sur la chaîne CNews. Et on n'a pourtant pas toujours les mêmes analyses. Et pourtant, aussi dans cet ouvrage, il révèle un certain nombre d'incohérences. Donc, finalement, c'est une analyse globale de personnes totalement, disons, pas forcément dans la même conception idéologique et intellectuelle des choses, mais pour autant, on arrive tous à la même analyse. Donc là, il y a un réel problème. Si on est pragmatique et qu'on se cantonne aux faits, je pense que toutes les analyses se rejoignent dans tous les cas. Exactement. Puisqu'on a eu des débats quand même pour le vote de cette loi qui ont été très mouvementés, même si les débats parlementaires ont été un peu expédiés, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de sorties et d'interventions qui étaient justifiées sur la nature de cette loi. Vous avez parlé de la durée d'application déjà qui n'était pas déterminée, il y avait un gros flou là-dessus. Ensuite, c'est effectivement tout ce bagage qu'ils ont intégré dans la loi de façon à ce que les soignants se retrouvent dans une situation où ils ne puissent pas avoir leurs indemnités, mais ne puissent pas non plus partir vraiment librement. Est-ce qu'on peut jouer avec les lois comme ça ? Est-ce que c'est moral de jouer ? Quand je faisais mes études de droit, j'étais loin d'imaginer qu'un jour, on vivrait une telle, disons, incohérence au niveau justement de cet arsenal législatif qu'on a.
parce que c'est dommage qu'on en arrive à devoir restreindre autant les libertés en ne le justifiant que par un virus et parce qu'on est en guerre. Le discours n'est pas cohérent. Et finalement, nous, en tant que juristes, on se dit, mais on est capable aujourd'hui de prendre, en tout cas de voter des lois qui viennent en contradiction avec des lois déjà en vigueur. Et c'est le cas. Parce qu'aucune disposition aujourd'hui du Code du travail permet une suspension longue durée des contrats. Enfin, du contrat de travail du salarié. Vous pouvez prendre tous ces types de mesures. Il n'y a aucune mesure aujourd'hui, disposition légale en vigueur dans le Code du travail qui permet à un salarié, un employeur, de suspendre de manière indéterminée le contrat de travail de son salarié. Donc, d'où est-ce que cette loi sort, finalement? On a un conflit de loi. Puisque clairement, là, c'est en application. C'est en application. Puisque les suspensions sont effectives depuis plus de 4 mois. Depuis plus de 4 mois. Donc, cette suspension longue durée, on ne l'invente pas. Je ne suis pas en train de dire, si n'importe qui, de manière objective, on regarde que la suspension est longue durée. On me dit, oui, mais c'est jusqu'à temps que le salarié présente un justificatif. Mais le salarié ne l'a pas fait. Il n'a pas présenté ce justificatif. Donc, de toutes les façons, cette application longue durée... En fait, vous savez... Donc, en fait, les salariés peuvent rester salariés sans percevoir de salaire indéfiniment dans ce cadre-là. C'était pas possible, jusqu'à ce qu'on décide d'appliquer cette loi du 5 août 2021. C'était pas possible avant. On avait, justement, pour éviter que le salarié ne soit, disons, démuni, parce que sans revenu pendant un certain temps, on avait limité ces suspensions, ces mesures qui permettaient donc à l'employeur d'exclure le salarié pendant une période. C'était limité à une période déterminée. Là, aujourd'hui, on nous dit, écoutez, ces salariés sont suspendus. Tant qu'ils n'ont pas présenté leur justificatif, ils le resteront. Voilà la situation dans laquelle on est. Et quand on a un discours qui n'est pas forcément celui qui est appliqué de manière générale et qu'on sort un peu de cette conception commune et globale, on vous traite de complotiste. Non. Je ne suis pas complotiste. J'ai juste analysé une loi et j'ai juste vu les incohérences et surtout l'injustice. C'est surtout ça qui m'a surtout révoltée. C'était l'injustice. Et c'est pour ça que ce livre, aujourd'hui, je l'ai bien... D'ailleurs, la couverture, vous verrez, hein, on a choisi... il y a un sens particulier, puisque vous voyez que c'est quand même la liberté guidant le peuple de Delacroix. C'est un sens. On a vu que le drapeau français a fait place au drapeau guadeloupéen. Parce que la résistance, elle est chez nous, elle est là. On l'a démontré pendant des mois, on continue à le faire et je pense qu'on n'a pas terminé de montrer aujourd'hui qu'on est prêt à ce qu'il y ait une discussion constructive, sans être forcément que dans la négativité, mais au moins qu'on puisse apporter des réponses à ces personnes qui sont... Les débats étaient trop passionnés. Les débats étaient passionnés, trop passionnés. La loi a été votée de manière trop rapide parce qu'on n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments qui auraient aujourd'hui, qui trouvent à discussion. C'est-à-dire qu'on aurait dû prendre le temps, même dans l'urgence. Je pense qu'il y a quand même un processus qui aurait dû être mis en place et surtout, il n'y a pas eu de communication. Parce qu'on vous dit aujourd'hui, vaccinez-vous, alors que derrière, on a des informations, d'autres informations et de professionnels de santé qui disent que ce vaccin, incontestablement... Oui, mais on dirait que le gouvernement et sa communication particulièrement sont bloqués en 2020. Vers fin 2020, début 2021. Ils sont bloqués dans le temps avec les études qui sont sorties, les premières études qui montraient une efficacité, certes douteuse puisque les études étaient très courtes, mais ils ont validé ce fait. Et en fait, ils sont restés figés sur ces données. Et à aucun moment, effectivement, on a eu de discours évolutif. Là, ils ont été contraints, effectivement, en fin d'année dernière, de reconnaître la perte en efficacité parce que là, c'est reconnu internationalement. Mais c'est vrai que dans le discours... C'est particulier. C'est très particulier, c'est très particulier. C'est ce qui fait peur finalement. C'est ce qui fait peur. Parce que on n'est pas pour... Enfin, c'est pas de mettre les vaccinés contre les non-vaccinés. Là n'est pas la question. La question est de se dire, dans un pays démocratique tel que la France, un pays avec des valeurs qu'on connaît tous et pour lesquelles on a toujours été, disons... Mais on doute maintenant. On en doute. Parce que le pays des droits de l'homme, mais finalement, regardez ce beau tableau de Delacroix, mais il perd toute sa raison aujourd'hui. Il perd tout son sens. Parce que la liberté, je rappelle qu'en 1789, c'est quand même une belle révolution qui a permis aujourd'hui que les Français puissent avoir une certaine liberté. Et aujourd'hui, c'est ce que nous on fait.
On demande aujourd'hui à être écouté. Pourquoi est-ce qu'on n'adapte pas cette loi aux réalités de la Guadeloupe? Parce que la Guadeloupe, effectivement, déjà, on est loin géographiquement de la France. On ne vit pas les mêmes réalités au quotidien, ni au niveau culturel, ni au niveau social, ni au niveau politique. Donc, quand même, je pense que le discours, il est clair. Et si la population aujourd'hui, si ça ne vient pas de nous, ça viendra de qui? Il faut aussi que ça vienne de la population. La révolution de 1789 a été entreprise par la population. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on a pu arriver à une certaine conscience collective. Oui, mais ce grand peuple de résistants, finalement, vous avez pu l'observer. Une fois que les mobilisations ont commencé ici en Guadeloupe, elles ont été fortement décriées. On a traité les... J'aime pas trop le terme, mais bon, c'est ce qui est employé, les anti-vax de tous les noms. C'était même des semeurs de mort. On a entendu des choses extraordinaires, que c'était des semeurs de mort, finalement. Donc, bon, le climat n'était pas très sain à ce moment-là. Le climat n'était pas très sain et finalement, on a plutôt été... je pense qu'il y a un problème, il y a eu un problème de compréhension des difficultés que ces personnes vivent aujourd'hui, parce que ce sont des mères de famille et des pères de famille qu'on suspend, avec... Très clairement. Qui ont donc des besoins matériels. Ils ont des obligations comme tout le monde, ils ont des factures à payer comme tout le monde. Donc ça, on n'a pas essayé d'entendre ce discours et on a tout de suite voulu imposer un certain nombre de... Oui, mais si la punition pour emmener à la vaccination était le but, est-ce que finalement, c'était pas du bon boulot? Non, c'était du bon boulot. Mais par contre, la résistance aussi a été un boulot que je tiens à applaudir aujourd'hui, parce que c'est pas évident que de résister à ce niveau-là. Moi, je vous le dis, dès le départ, j'avais été un peu dans le collectif Lianage Santé Guadeloupe. Vous savez, c'est les soignants qui ont été, justement, je parle d'eux. Il y a pas mal d'illustrations, de photos dans le livre. Mais aujourd'hui, ils sont encore en résistance. Ces professionnels de santé libéraux, tous ces soignants, toutes ces personnes sont encore en résistance. Et le discours qu'ils avaient au départ reste le même. Donc la résistance est en marche. Peut-être que effectivement le mouvement de Macron est en marche, mais ici la résistance est en marche parce que les gens ont besoin aujourd'hui de réponses. Les gens ont besoin d'être écoutés et surtout d'avoir des réponses. C'est ce qu'on demande, des solutions, parce qu'on ne va pas continuer à appliquer cette loi de manière indéfinie. Le pass vaccinal effectivement a été retiré, mais il faut qu'on fasse attention parce que le pass sanitaire, lui, qui reste applicable. On sent un peu entre guillemets l'entourloupe qui se profile à l'horizon, puisque le pass, déjà on n'a pas compris pourquoi ils ont voulu faire une déclinaison, un pass vaccinal et un pass sanitaire. Bon, maintenant on commence à comprendre pourquoi il fallait qu'il y ait les deux outils bien distincts, donc on peut en annuler un, maintenir l'autre, mais finalement les conditions d'obtention pour les deux, c'est quasiment exactement la même chose, la vaccination, le test PCR ou bien un certificat de rétablissement. Donc à quel jeu on joue ? Non, mais c'est un jeu de propagande, en fait. On est dans un jeu de propagande. On est en guerre. Ça me rappelle la guerre 39-45, quand on était face à de la propagande. À la télé, il faut faire attention aux termes qu'on emploie, mais c'est un jeu de propagande. Parce que le pass vaccinal est entré en vigueur le 24 janvier, et là, on nous parle de retrait déjà à moins de 2 mois. Enfin, 2 mois d'application, même pas, un mois et demi. Mais avant même que le pass ne soit voté, certains parlaient déjà de son obsolescence au vu de la situation épidémiologique qui s'arrangeait et effectivement du variant Omicron qui a rebattu toutes les cartes. Exactement. Mais je pense qu'il y a des échéances importantes aujourd'hui. On va tous voter au mois de mars, enfin, pour ceux qui iront voter. Et il y a une propagande qui est une instrumentalisation de ces échéances politiques par le pouvoir en place, parce que on sait très bien que quand on va dire aux Français que le pass vaccinal, il est retiré à quelques mois semaines des élections. Eh bien, écoutez, voilà, on sait très bien que ça ne peut pencher que d'un côté, et ce côté-là, tout le monde le sait. Tout le monde sait qui est derrière ça. Donc ça pourrait gonfler le capital sympathie de ceux qui annoncent ces bonnes nouvelles. Il a déjà un capital sympathie au niveau hexagonal. Je ne sais même pas pourquoi il attendait de retirer un pass vaccinal pour se faire élire, puisqu'on sait très bien, finalement, en tout cas, les sondages le donnent quasiment... Les sondages. C'est vrai que les sondages ne font pas les présidents de la République, ça c'est vrai. Mais ils participent beaucoup. Ils participent beaucoup, puisque toujours, parce qu'on sait très bien que les médias, c'est le 4e pouvoir en France. Il faut reconnaître. Voilà. Donc je pense qu'il y a un manque de vérité dans tout ça, et c'est mal
malheureux. Et c'est ce qu'on a compris très rapidement en Guadeloupe, et c'est ce qui a permis cette résistance en marche. Donc l'obligation vaccinale, oui, la résistance est en marche, et on continuera à aller dans ce sens-là. Alors je vais citer Éric Jalton, puisqu'il a envoyé un communiqué aujourd'hui, oui, où il dit, donc une fois de plus, à l'instar d'un bon nombre d'élus d'organisations syndicales, associatives et politiques guadeloupéennes, Éric Jalton réaffirme son opposition à cette obligation vaccinale sélective, scélérate et inutile sanitairement, compte tenu de l'état actuel des connaissances médicales concernant le Covid-19 et ses variants. C'est un homme politique que en tout cas par rapport à cette loi, j'ai vraiment beaucoup apprécié son intervention dès le départ, parce qu'il a toujours montré qu'il était contre cette obligation vaccinale, et il l'a fait de manière claire. Il n'est pas passé par des discours, disons, démagogues, parce qu'on sait qu'en politique, la démagogie est toujours mise en avant. Il a été clair. Il a été précis et il a été concis. Donc, franchement, je suis très émue parce que chaque fois, il a les mots qu'il faut. Donc pour vous, les élus auraient dû prendre un positionnement plus proche de celui d'Éric Jalton, par exemple? Je trouve. Je pense qu'il y a des personnes aujourd'hui qui auraient dû défendre ces dossiers autrement. D'autres personnes, d'autres élus qui auraient dû monter au créneau très rapidement. Vous en avez vu beaucoup qui sont montés au créneau? Pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu un amendement de Justine Bénin et d'autres députés. Mais je pense qu'aujourd'hui, le mouvement a été en tout cas un peu interrompu parce qu'on n'a pas ce soutien au niveau politique aussi. Il le faut. Enfin, je parle bien entendu des personnes qui sont suspendues. Il faut, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés voir... Denis Delumeau, je ne sais pas, il faudrait peut-être aller au moins lui donner une petite force, parce que c'est pas évident pour lui. Je pense qu'aujourd'hui on a tout intérêt à le faire, et d'ailleurs je l'avais dit, hein, ce livre-là, les ventes, il y a une partie que je donnerai aux personnes suspendues, une partie des ventes, de l'argent de la vente de ces livres, et ça c'est sans démagogie. Voilà, exactement. Politique? On ne fait pas de politique. Ah, d'accord. On ne fait pas de politique. Voilà. Vous essayez de rester bien, comme on dit. Exactement. Donc effectivement, Denis Delumeau, on est le 9 aujourd'hui, donc dans 3 jours, ça fera quand même 1 mois qu'il est en grève de la faim. Il a établi son campement sur le CHU de Pointe-à-Pitre. Je suis passé le voir d'ailleurs dernièrement. Sa situation se dégrade forcément puisqu'il refuse de s'alimenter, donc ça devient de plus en plus inquiétant au fil des jours. Est-ce que vous pensez sincèrement, que des solutions pourront être trouvées voyant la situation actuelle? Donc je plante un petit peu le décor. On a eu un bouleversement de l'offre de santé ici en Guadeloupe avec cette obligation vaccinale. Pas mal de suspensions, des suspensions qui n'équivalaient pas forcément à des remplacements. On a des airs médicaux qui pointent le bout de leur nez à des IRAD, aux Saintes. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y aura un retour en arrière possible et une réintégration des personnels soignants à leur poste, quand on entend par exemple aujourd'hui la direction de l'ARS nous dire qu'ils ont fait appel à 5 personnels de l'Hexagone pour justement aider la réanimation ici, alors qu'on a des personnels disponibles? Écoutez, au plus fort de la crise sanitaire, je pense que ces personnes suspendues étaient les premières au front, et que personne n'a jamais relevé une quelconque possibilité de transmettre la maladie aux personnes dites vulnérables. Pourtant, il y en avait de personnes vulnérables qui ont été, bien entendu, reçues au CHU, au plus fort de la crise. Et pourtant là, comme vous l'avez dit, on a le variant Omicron qui est un peu moins important que les autres variants. Et là, aujourd'hui, cette obligation vaccinale est appliquée à ces soignants sans que de solution ne leur soit proposée. Et notamment la possibilité d'une réintégration. Prenons les chiffres, regardons l'état actuel des choses et essayons justement de proposer à ces soignants. Et on pourrait même aller dans un sens de réflexion un peu plus poussé et de se dire, il y a des personnels qui sont vaccinés, d'autres qui ne le sont pas, mais faisons un roulement. Évitons, par exemple, que pour les personnes vulnérables, ils sont en contact avec eux. Il n'y a pas que des personnes qui ont la Covid-19 au CHU. Donc on peut... Je pense que c'est un manque de volonté pour moi. C'est un manque de volonté assez clair, parce qu'on peut trouver des solutions pour réintégrer ces personnes et essayer justement, puisque l'obligation vaccinale est rentrée en application
parce que on souhaitait protéger les personnes dites vulnérables. Mais il y a toute une possibilité, on peut le faire ça, puisqu'on l'a fait pendant la crise, au plus haut de la crise, on peut le faire aujourd'hui. Trouver des solutions justement pour éviter que les personnes qui ne soient pas aujourd'hui, enfin, et puis le discours qu'on nous tient, je ne sais pas si c'est vrai, on dit que les personnes qui ne sont pas vaccinées sont minoritaires. Mais justement, puisqu'elles sont minoritaires, trouvons des solutions, aménageons les fonctions aussi, parce que c'est possible. Les personnes vaccinées sont minoritaires. Je pense qu'il faudra recompter un petit peu tout ça. Il faudra recompter tout ça. Et finalement, c'est ce que je dis, on peut même aménager les fonctions. On peut les reclasser, essayer de trouver... Parce que la loi le dit. La loi ne parle pas forcément de suspension. La loi dit, au bout de 3 jours, l'employeur et le salarié peuvent trouver des solutions pour essayer de réintégrer le salarié. Donc même la loi qui parle de l'obligation vaccinale propose des solutions. Enfin, on avait entendu parler de replacement, de formation qui devait être mise à disposition de ces salariés justement de la santé. Oui, mais qu'en est-il ? Je sais pas où ça en est, mais je veux dire... De mes retours, il n'y a rien. Bon. Vous voyez, donc... on est dans un processus d'une vaccination générale appliquée à tout le monde et tout le monde devrait être vacciné. Donc c'est pour ça que aujourd'hui la liberté en tout cas de conscience, la liberté de pouvoir disposer de son corps, où est-ce que tout ça, on en est arrivé à se demander réellement si on est encore dans un pays où on a le droit de dire ce qu'on veut et de faire le choix qu'on veut surtout. Je pense que la question est toute répondue. Rappelez-vous effectivement des propos d'Emmanuel Macron sur les droits et les devoirs, que finalement les devoirs primaient avant les droits. Oui. Et donc, pour pouvoir réclamer, il fallait... si on devait faire une traduction simple, ce serait pour pouvoir contester le vaccin, vaccine-toi. C'est ça. Et puis il était là pour emmerder les non-vaccinés. Donc, et pour emmerder, effectivement, voilà, propos d'anthologie. Enfin, le terme, voilà, il a été bien choisi, je pense que... Et puis, pour une fois, il avait dit la vérité. Il était effectivement là pour emmerder les non-vaccinés. Et la preuve en est, c'est-à-dire qu'on fait des lois, on les défait. La loi sur le pass vaccinal, il y a eu un discours assez houleux entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Malgré cela, elle est rentrée en vigueur. Et quelques mois après, même pas un mois d'application... Suspension. Attendez. Suspension, pourquoi on ne parle pas de retrait ? Oui, exactement. Pur et simple. Exactement. Non, c'est-à-dire qu'on est c'est un système bien ficelé. Je pense que depuis des années, on a regardé nos façons de réagir et les réactions des Français de manière générale. Et on s'est dit, écoutez, c'est des gens, finalement, pour des intérêts financiers, des loisirs, aller au cinéma, ils seraient capables de restreindre, on serait capable de leur appliquer une restriction de liberté. Voilà, ça, je pense qu'il y a une étude derrière tout ça. Parce que vous voyez bien que les gens qui ont décidé finalement, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne souhaitaient pas se faire vacciner, même au niveau hexagonal, au niveau de la France hexagonale. Mais concrètement, si on doit être honnête, 70% des gens d'entrée de jeu, voire 80% des personnes d'entrée de jeu n'étaient pas favorables à la vaccination. On a suivi ça quand même de très près un peu tous les jours. Et c'est vrai que sur les premiers mois, ça avait beaucoup de mal à démarrer. Et le gouvernement a commencé à serrer la vis, effectivement, parce que les chiffres ne montaient pas et les gens ne souhaitaient pas en fait se faire vacciner. Il y avait la question de la livraison du vaccin qui était très rapide, les méconnaissances sur la maladie, des publications qui étaient erronées, rétractées, les chiffres qui étaient biaisés. Donc tout ça, ça n'a pas aidé à cette vaccination. Et c'est vrai qu'ils ont embrayé le pas, je crois, c'est vers avril, mai, par là, qu'ils ont embrayé, effectivement. Et là, en juin, juillet, Olivier Véran a commencé à faire des annonces. Et là, le couperet est tombé. Oui. Et tout le monde devait se faire vacciner, rentrer dans les rangs, sous peine, effectivement, pas d'être déchu de sa nationalité. J'en ai parlé avec monsieur le préfet, donc ça ne peut pas arriver jusque-là. Mais à l'éviction et à la mort sociale. Exactement. Et ils ont commencé par, en tout cas les soignants, et puis ils ont voulu généraliser, puisque le pass vaccinal a finalement généralisé l'obligation vaccinale. Voilà, c'est une façon de généraliser, sans voter l'obligation, mais la Ils ont généralisé à tous les salariés, enfin en tout cas les salariés de certains établissements, qui pouvaient jusqu'alors présenter un test PCR, ils étaient aujourd'hui, enfin en tout cas toutes les personnes qui travaillaient dans les centres de loisirs, dans les activités de loisirs, devaient également se faire vacciner.
Donc c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, il y a des incohérences, des non-sens. Mais je pense que le discours que d'autres personnes doivent tenir, mais c'est un discours qui n'est pas forcément celui que tout le monde véhicule. Je suis désolée. Mais il y a, dans une société, c'est comme ça. Il y a une possibilité d'avoir une liberté de choix, une liberté d'opinion. On peut discuter parce que, d'abord, je pense que c'est la meilleure des choses, c'est la discussion et le dialogue. Et justement, je pense que finalement, M. Cotellon devrait y réfléchir. Il devrait penser à se dire, il est face à des personnes avec qui il avait l'habitude de travailler. Je veux dire, ces soignants-là, c'est quand même des gens avec qui il a eu des contacts, avec qui il a eu des relations. Donc aujourd'hui, le discours, il est rompu, mais il n'est pas rompu que parce que les soignants sont dans une position, ils ont une vérité qu'ils ne veulent pas discuter. Ils souhaitent discuter, mais discuter avec des possibilités de trouver des solutions. En leur disant pas, mais écoutez, la loi, c'est la loi de la République, certes, mais je rappelle qu'il y a l'article 73 de la Constitution qui permet justement une adaptation à la loi d'être adaptée au niveau de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, pas que de la Guadeloupe, mais des deux autres départements. On a vu que d'autres territoires ont pu abroger cette loi assez rapidement. Bon, on nous dit qu'on n'a pas le même statut, mais a priori, on a toujours des outils au niveau de la loi pour arriver à ces fins. Ils nous l'ont bien montré, donc cette loi pourrait être abrogée, concrètement. Abrogée et surtout adaptée. Moi, je pense qu'elle peut être adaptée. Adaptée, parce qu'on a plus de 80% de la population qui n'est pas vaccinée en Guadeloupe. Donc ça, déjà, c'est un premier point qui permet de réfléchir à des solutions pour adapter la loi sur notre territoire. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une difficulté au niveau du CHU. On a des soignants, on n'a pas beaucoup de soignants, donc tout ça, ce sont des réalités, ce sont des faits. On n'est pas en train d'inventer, ce sont des réalités qu'on vit au quotidien. Le taux de chômage est le plus élevé, l'un des taux de chômage le plus élevé au niveau national. Donc tout ça, comment on peut suspendre des soignants alors qu'on a un taux de chômage aussi élevé? C'est-à-dire que voilà des personnes qui vont encore se retrouver dans une situation financière difficile, alors que nous, déjà, en Guadeloupe, on a des difficultés. Donc voilà, je veux dire, il y a un discours quand même à tenir. C'est pas, je veux dire, ce n'est pas un caprice démesuré que de demander à ce que cette loi soit adaptée. Ce n'est pas un caprice, c'est une réalité factuelle. Alors, vous l'avez souligné en début d'émission, plusieurs décisions de justice ont été rendues en faveur de personnels soignants qui ont été suspendus, vu que elle est vraiment caduque cette loi, donc a priori ça fuite un peu. Mais pourquoi il n'y a pas plus de procédures finalement? Pourquoi tout le monde ne tente pas sa chance pour être réintégré? Alors, c'est vrai que les décisions du tribunal administratif, ce sont des décisions au cas par cas. Donc, l'état actuel de la jurisprudence nous permet de déterminer les cas pour lesquels les suspensions sont annulées. C'est parce que les personnes ne sont pas en contact de personnes dites vulnérables, ou alors, dans le cas de l'exercice de leurs fonctions, elles ne sont pas également en contact de personnes dites vulnérables. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent aujourd'hui de déterminer quand est-ce que le tribunal administratif, finalement, annule les suspensions. Ce qu'il y a dans les dossiers, et pourquoi il n'y a pas plus de procédures, et pourquoi le volet judiciaire est un peu mis de côté, c'est parce que on a cette loi quand même pour laquelle, il faut quand même analyser les dossiers au cas par cas. Voyez, alors que là, on est dans une certaine généralité, généralité pour les soignants. Donc, il faut que chaque dossier soit regardé et qu'on puisse trouver justement des arguments, des éléments juridiques qui permettent d'aller dans un sens, de demander à ce que la loi ne soit pas appliquée à des personnels soignants, à des professionnels libéraux, parce que, attention, il y a aussi des incohérences dans l'application de cette loi aux professionnels libéraux. Donc, saisir la justice, oui, mais saisir la justice en ayant les arguments qu'il faut. Mais là, il faut bien entendu avoir le dossier, le traiter, regarder les incohérences au niveau de l'application, de la notification de la suspension à chaque personnel soignant, professionnels libéraux. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça que peut-être que pour le moment on est dans un contexte où on est dans une certaine généralité et ce n'est pas les personnes n'agissent pas de manière individuelle. Donc je pense que c'est lié à cela. C'est plus lié à cela que lié à une analyse juridique qui permettrait justement de saisir une juridiction et la juridiction compétente pour demander à ce que ces suspensions soient annulées. Et pour les personnels d'éducation?
Ah oui, les personnels de l'éducation nationale, alors eux, à leur niveau, on a une certaine discrimination qui s'applique. Parce que lorsqu'on regarde une infirmière, ou encore plus, une psychologue de l'éducation nationale, ces personnes sont suspendues. Leur sont appliquées, donc la loi leur est appliquée la loi du 5 août 2021, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Alors que les psychologues ne procurent aucun soin. Parce que ce ne sont pas des soignants. Ils font juste des consultations. Ils font juste des consultations, ils regardent, enfin c'est au niveau mental. Pourquoi est-ce que cette loi leur est appliquée? Donc finalement, lorsqu'on applique la loi à ces personnes, à ces catégories de professionnels au niveau de l'éducation nationale, on crée une certaine discrimination. Puisque les professeurs, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, sont beaucoup plus en contact des élèves. Un élève peut tout à fait être malade et être en contact d'un professeur qui vient juste à côté de lui. Exact. Donc la vulnérabilité, le contact avec la personne vulnérable, s'applique beaucoup plus aisément entre un professeur et son élève qu'entre un psychologue qui ne voit même pas souvent les élèves. Il ne voit les élèves que pour les orienter au niveau de leur choix, parce qu'ils peuvent avoir des difficultés aussi au niveau de la famille. Voilà, donc ils n'ont pas, dans le cas de l'exercice de leurs fonctions, à prodiguer des soins. Donc la loi, on l'applique parce qu'il faut l'appliquer, parce qu'on voulait toucher un grand nombre de personnes, sans avoir regardé si finalement ça ne crée pas une certaine inégalité de traitement. Et là, dans le cas de l'application... Même pendant le vote, on se rendait compte qu'il y allait y avoir des inégalités. Il y en a qui ont été soulevées. Et comme c'était 4 jours de débat compressés, comprimés, de 6h du matin à 6h du matin, forcément, il y a beaucoup de choses qui sont passées à la trappe. Mais c'était envisageable quand même. Non, mais là, l'inégalité, elle est criante. Au sein de l'éducation nationale, il y a un certain nombre. Mais là, je le détaille un peu. Donc le professeur pas vacciné peut enseigner sans problème. Sans problème. Le psychologue, par contre, de l'établissement, lui, il est suspendu. Il y a pas mal d'autres professionnels au niveau de l'éducation nationale qui sont suspendus et pour autant ne sont pas en contact des personnes dites vulnérables, en tout cas de manière régulière. Et en plus de cela, ils ne sont pas considérés comme personnel soignant. Donc, il y a quand même un certain... Bon, les recherches ont été aussi réalisées, donc j'ai quand même fait du travail, j'ai reçu quelques personnels de l'éducation nationale, on a regardé ensemble, j'ai relevé ces irrégularités, et puis on n'a pas hésité à écrire aussi à la rectrice, parce qu'il fallait relever tout ça, il fallait le dire, et c'est pour ça que je dis... Ces dossiers peuvent se régler au niveau judiciaire, mais il y a aussi un côté juridique, c'est-à-dire l'analyse de la loi, l'analyse des notifications, des courriers, parce qu'il y a pas mal d'incohérences et elles ont été relevées, soulevées dans le livre. Voilà. Très bien. Une petite incohérence avant qu'on se quitte pour les libéraux. Oui. Puisque les libéraux aussi sont passés à la trappe, tiens. Donc, quelle incohérence on peut noter au niveau de leur profession? Mais écoutez, au niveau des professionnels libéraux, plusieurs incohérences. En tout cas, une qui est assez criante, c'est que ces personnes sont suspendues. La notification est appliquée par l'ARS, qui n'est pas l'autorité habilitée à suspendre les professionnels libéraux et qui se place ostentatoirement comme l'autorité qui peut notifier la suspension. Donc là, il y avait déjà une difficulté. Ensuite, les dossiers ne sont pas transmis à l'ordre professionnel qui finalement a autorité pour déterminer si un professionnel libéral peut continuer à exercer sa profession ou pas. Donc, ce mécanisme de transmission n'est pas respecté par l'ARS. Ensuite, la sécurité sociale, sur la base des notifications de l'ARS, suspend, arrête de rémunérer donc, les professionnels libéraux. Donc, tout ce mécanisme-là, finalement, il faut le dénoncer. C'est légal, c'est légal ou pas? Comment est-ce que non, puisque finalement, l'ARS, la loi ne lui donne pas autorité pour suspendre, pour en tout cas notifier la suspension, elle lui donne autorité pour vérifier les justificatifs. Regardez si, constater oui ou non, le professionnel libéral a les justificatifs requis. À ce moment-là, transmettre à l'ordre professionnel qui, à ce moment, peut prendre une sanction éventuelle contre le professionnel libéral qui n'aurait pas transmis le justificatif. Mais tout ça, je l'ai dit. Je l'ai dit parce que dans des émissions, puisque je suis aussi aux SL News, je l'avais relevé, je l'avais dit. Sauf que je pense que effectivement, il n'y a pas eu aussi le suivi au niveau des contestations. Et ça, parce que
dans ces dossiers-là, il faut écrire, il ne faut pas hésiter à écrire. Parce que c'est votre vérité contre la mienne. Vous me notifiez ou vous me faites valoir un certain nombre d'arguments, mais je vous fais valoir les arguments contraires à ce que vous êtes en train de développer. Mais des personnes ont essayé d'avoir justement des documents papier ou d'avoir des déclarations de certaines personnes qui stipulaient que c'est elles qui leur demandaient d'arrêter leur activité, des choses comme ça. C'est ça. Et puis, il y a pas mal d'attestations, effectivement, parce que des témoignages aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut il faut construire un dossier. On ne peut pas aller sans avoir... Il faut construire un dossier, il faut apporter les justificatifs nécessaires et surtout les arguments nécessaires face à ceux qui nous sont transmis par les autorités, justement, qui suspendent sans pouvoir le faire ou alors qui suspendent, mais de manière indéterminée. Voilà. Donc, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'on a coupé les vivres de certains, puisque pour les libéraux, bon, c'était leurs prestations qui doivent être remboursées par la sécurité sociale. Donc, une fois que c'est coupé, bon, eh bien, ils n'ont plus de quoi. Pour les personnels soignants, c'est suspension depuis 4 mois. Donc bon, depuis, les économies ont bien fondu et ils sont dans des situations très compliquées. Donc si vous aviez un message effectivement pour la population guadeloupéenne, quel serait-il ? La résistance en marche et la résistance est maintenant. On n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que de continuer à aller vers ce combat, qui n'est pas un combat finalement, mais qui est la vérité des situations que chacun vit au quotidien, et faire remonter ces réalités pour que, justement, construire un avenir meilleur, un avenir où chacun peut trouver sa place. Après, il faut vouloir construire un avenir meilleur. Hein. Il faut vouloir... Là, ces gens-ci, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, effectivement. Mais je pense que le dialogue est nécessaire et finalement, en personne intelligente, on arrivera à trouver des solutions pour toutes ces personnes suspendues. Mais il faut se faire entendre. Il faut se faire entendre. Il faut pas, dans tous les cas, finalement, c'est le discours, la parole qui permet de faire entendre sa position. Donc plier pour les libertés collectives, j'ai du mal. Hein. Plier pour les libertés collectives, on doit réfléchir dessus. Oui, nécessairement. Vous m'avez dit plier pour les libertés collectives ? Plier pour les libertés collectives. Oui, on doit réfléchir à ça. Parce que concrètement, on nous a dit, bon, il ne faut pas vous battre. Hein. Non, en fait, on a dit aux soignants, à tout le monde. C'est ça, mais en fait, le combat, il est effectivement, c'est pas de corps à corps. C'est un combat idéologique finalement. C'est un combat idéologique, c'est un combat aussi pour les libertés justement individuelles. C'est un combat pour justement le respect de l'autre, parce que c'est cela il y a aussi ça, on a l'impression de ne pas être respecté quand on n'est pas entendu, quand il n'y a pas de dialogue, quand il n'y a pas de discours, et c'est là que ça dégénère. Donc oui, le respect pour la dignité de chacun et surtout pour que chacun puisse trouver sa place enfin et retrouver son travail, retrouver un travail, parce que c'est enfin en tout cas c'est une liberté aussi, une liberté consacrée par des dispositions pas de travail, au niveau légal. Pas de cash, pas de fonctionnement. Hein. Difficile à comprendre. Et puis finalement, on en arrive à des solutions extrêmes, comme on a vécu déjà en Guadeloupe et qu'on continue à vivre aujourd'hui encore. Clairement. Donc on salue encore une fois Denis Deloumeau. Ah oui, fortement. Qui opère sa grève de la faim quand même depuis le 12 février, pardonnez-moi, le 12 février dernier. Donc ça fait bientôt un mois, dans 3 jours, ça fera un mois que cet homme est en grève de la faim pour une décision qu'il considère injuste, c'est-à-dire la suspension des personnels de santé, notamment du CHU, pour avoir refusé, je le rappelle, une injection expérimentale. C'est vrai qu'ils n'ont pas aimé qu'on utilise ce terme, mais c'est la réalité. Maintenant, eux-mêmes le reconnaissent. Donc bon, on verra bien la suite. Une petite info d'ailleurs au passage avant qu'on se quitte. Je pense que vous avez entendu parler du docteur Malone. Vous avez entendu parler du docteur Malone, un des co-découvreurs de l'ARN messager. Non. Eh bien, il avait délivré un message assez important sur la toxicité de la protéine Spike. Enfin, il avait essayé de mettre en garde la communauté internationale. Bon, on l'a un peu blacklisté, on l'a un peu fait taire pendant la dernière année, enfin les 2 dernières années. Eh bien, il a fait une sortie aujourd'hui pour dire effectivement que des procès auront lieu concernant cette gestion de crise Covid et que par exemple pour le CDC, donc le Control Disease Center, c'est le centre de contrôle des maladies aux États-Unis, il a prévenu que la plupart des gens qui ont joué un rôle, de près ou de loin, notamment sur les chiffres ou la falsification des chiffres, eh bien, seront jugés et entendus soit comme témoins, soit comme accusés.
dans cette gestion de crise, puisque de toute façon, on le savait, hein, les chiffres ne mentent pas. On peut les manipuler comme on veut, mais à un moment donné, hein. Exactement. Et là, on y est. En tout cas, merci beaucoup Isabelle Faye-Marajo d'être venue nous présenter donc votre ouvrage Obligation vaccinale, la résistance en marche, un petit guide notamment pour les personnels suspendus, savoir ce qu'ils peuvent faire, avoir quelques petites idées de repli par rapport à cette situation qui est extrêmement délicate pour eux. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce focus. Merci à vous pour votre fidélité. Restez concentrés quand même sur l'affaire Covid parce que c'est pas terminé. Hein. C'est vraiment pas terminé cette affaire-là. Donc c'est vrai qu'il y a la guerre en ce moment, ça nous occupe un peu l'esprit, mais on reste focus quand même dessus parce que ça va. Hein, on va en parler. Bisous, bisous tout le monde.